Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de cette série sur le Deep Learning. Aujourd'hui, nous allons enfin développer un réseau de neurones profond, c'est-à-dire un réseau de neurones avec autant de couches que l'on désire à l'intérieur. Personnellement, je trouve ça absolument génial de pouvoir écrire son propre réseau de neurones entièrement à la main, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer comment faire tout ça. Allez, c'est parti! Alors, pour développer un réseau de neurones profond, c'est-à-dire un réseau de neurones avec autant de couches que l'on désire à l'intérieur, nous allons repartir des équations qui nous avaient permis de créer un réseau de neurones à 2 couches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on avait fait pour passer de la première couche à la deuxième couche, et à partir de là, nous allons en tirer une règle générale qui nous permettent de passer de n'importe quelle couche C à la couche suivante, c'est-à-dire C plus 1. Donc c'est parti. Commençons par le début, à savoir les paramètres du modèle. Lorsqu'on avait un réseau de neurones à 2 couches, nous avions 4 paramètres, W1, B1 et W2, B2. Alors si on se penche de plus près sur W1, on voit qu'il était de dimension N1 fois N0. Quant à W2, il était de dimension N2 fois N1. À présent, imaginez que l'on rajoute à tout ça une troisième couche. Eh bien, vous devinez l'idée. W3 sera de dimension N3 fois N2. Et dans le cas où on aurait même une quatrième couche, eh bien, W4 serait de dimension N4 fois N3. Donc, de par cette logique, on peut en déduire que pour n'importe quelle couche numéro C, WC est en fait de dimension NC fois NC-1. Faites vous-même l'expérience. Si petit c est égal à 2, on a bien W2 qui est égal à N2 fois N2-1, c'est-à-dire N1. À présent, faisons la même chose pour le paramètre B. On voit que B1 est de dimension N1 fois 1, B2 est de dimension N2 fois 1, donc on comprend l'idée. B3 sera de dimension N3 fois 1, B4 de dimension N4 fois 1, etc., etc. Donc cela nous permet de compléter notre généralisation en disant que pour n'importe quelle couche numéro C, B entre crochets C est de dimension NC fois 1. Tout simplement. Et voilà, avec ces deux formules, vous êtes désormais capable d'initialiser les paramètres d'un réseau de neurones avec autant de couches que vous voulez à l'intérieur. Pour ça, il suffit de placer les dimensions N0, N1, N2, N3, etc., etc. au sein d'une liste, puis d'utiliser une boucle for afin de prendre chaque élément de cette liste pour initialiser les paramètres de chaque couche. Donc, pour faire ça en Python, nous allons repartir de la fonction d'initialisation qu'on avait écrite dans la dernière vidéo. Et dans cette fonction, nous allons faire passer cette liste de dimensions, qui comprend donc N0, N1, N2, etc., etc. Alors, dans cette fonction, on va donc écrire une boucle for allant de la première couche jusqu'à la toute dernière, une couche qu'on va donc appeler la couche numéro grand C, qui va donc être égale à la longueur de la liste de dimensions, tout simplement. Et c'est dans cette boucle for qu'on va donc pouvoir créer W1, B1, W2, B2, et d'une manière générale, n'importe quelle valeur WC et BC. Alors pour ça, on va partir d'un dictionnaire de paramètres initialement vide, qu'on va placer à la tête de notre fonction. Et c'est dans la boucle for qu'on va rajouter à chaque itération une clé WC, où C représente la couche en cours, ainsi qu'une clé BC. Et c'est comme ça qu'on aura
les valeurs W1, B1, W2, B2, W3, B3, etc., etc. Donc là, il ne reste plus qu'à dire à quoi sont égales ces différentes valeurs. Donc on va avoir pour W une matrice random.randn de dimension C, virgule, dimension C-1. On rajoute juste le petit S ici. Et pour B, on va avoir un vecteur de dimension C, virgule 1, tout simplement. Et voilà, avec ça, vous avez désormais votre fonction d'initialisation prête à l'emploi. Je vous propose donc de la tester en y faisant passer la liste suivante. Donc on a ici un réseau de neurones avec 3 couches, puisque bien sûr, l'entrée, ce n'est pas vraiment considéré comme une couche, hein. Ça c'est N0, mais on a bien N1, N2 et N3. Et en examinant le dictionnaire paramètres que l'on obtient en sortie, eh bien, on voit qu'on a W1, B1, W2, B2 et W3, B3. Et les dimensions de chacun de ces paramètres sont correctes. Donc, parfait. À présent, faisons le même exercice de généralisation pour les équations de la forward propagation. Lorsqu'on avait un réseau de neurones à 2 couches, on avait donc, pour la première couche, Z1 égale W1 fois X plus B1, et A1 égale sigmoïde de Z1. Puis, pour la deuxième couche, on avait Z2 égale W2 fois A1 plus B2, et A2 égale sigmoïde de Z2. En fait, pour calculer les éléments de cette deuxième couche, on venait chercher les activations de la première couche. Donc, vous imaginez l'idée, si nous rajoutons une troisième couche à ce réseau, eh bien, pour calculer les éléments de cette troisième couche, nous allons devoir nous servir des activations de la deuxième couche. On aura donc Z3 égale W3 fois A2 plus B3 et A3 égale sigmoïde de Z3. Donc, on peut généraliser tout cela en écrivant que pour n'importe quelle couche numéro C, ZC est égal à WC fois AC-1 plus BC. Comme vous le voyez, cela nous permet de calculer Z2, Z3 et même Z4, Z5, Z6. Mais pour Z1, ça ne fonctionne pas tout à fait puisque, d'après nos formules, Z1 est égal à W1 fois X plus B1 et non pas W1 fois A0 plus B1. Cependant, il existe une petite astuce pour que notre formule fonctionne quand même pour Z1, et cette astuce, c'est de dire que X est égal à A0, tout simplement. Et voilà, avec ça, nous avons de quoi calculer ZC pour n'importe quelle couche numéro C, et pour les activations AC, eh bien là, c'est très simple, on passe tout simplement ZC dans la fonction sigmoïde. Donc, pour programmer tout ça, nous allons modifier la fonction de forward propagation qui nous avait servi pour un réseau de neurones à 2 couches. À l'époque, nous avions commencé par extraire les paramètres W1, B1, W2, B2, puis nous les avions utilisés pour calculer Z1, A1 et Z2, A2, et pour finir, nous avions placé les activations dans un dictionnaire que nous avions retourné. Donc, ce qu'on va faire à présent, c'est de placer tout ça dans une boucle for. Pour commencer, nous allons initialiser un dictionnaire d'activation en créant déjà une clé A0 qui est associée à la matrice grand X. Ensuite, nous allons pouvoir initier notre boucle for en voulant partir de la première couche et en allant jusqu'à la toute dernière. Ceci dans le but de calculer Z1 A1, Z2 A2, Z3 A3, etc., etc. Donc, pour ça, nous allons écrire for C in range 1 pour Z1 A1, virgule, grand C plus 1, où grand C va indiquer le numéro de la couche finale de notre réseau.
Si on écrit grand C plus 1, je vous le rappelle, c'est parce que dans Python, quand on définit la fonction range, celle-ci va s'arrêter juste un nombre avant le C plus 1. Donc si on veut s'arrêter à C, il faut écrire C plus 1. Alors, avant d'entrer dans cette boucle for, il va falloir définir grand C. Et pour ça, on va se servir du dictionnaire paramètres. Parce que dans ce dictionnaire paramètres, on retrouve la longueur de notre réseau. En effet, si on a un réseau de 2 couches, alors on a 4 paramètres à l'intérieur, W1B1 et W2B2. Si nous avons un réseau de neurones à 3 couches, alors on a 6 paramètres, W1B1, W2B2 et W3B3. Donc, d'une manière générale, on peut dire que la longueur du réseau, grand C, est égale à la longueur du dictionnaire paramètres divisé par 2. Et ici, on fait une division entière afin de tomber sur un nombre entier. Donc, ceci étant fait, on peut enfin entrer dans notre boucle for, au sein de laquelle on va écrire les 2 formules qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ZC égale WC fois AC-1 plus BC, et AC égale la fonction sigmoïde de ZC. Donc c'est parti, on va donc écrire que Z est égal au dictionnaire paramètres dans lequel on vient chercher la clé WC, donc pour ça on écrit W plus string C. Ce paramètre, on le multiplie à l'activation C-1, entre crochets A plus string C-1. Donc, lorsqu'on commencera notre boucle for et que Z sera égal à 1, on viendra chercher l'activation A1-1, c'est-à-dire l'activation A0, qui se trouve être donc X, donc tout va bien. Et pour finir notre calcul, on écrit plus paramètre de la clé B plus string C. Et voilà, avec ça, on peut calculer la valeur Z pour n'importe quelle couche de notre réseau. Z1, Z2, Z3, etc., etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, en plus de Z, c'est bien sûr l'activation. Donc là, on pourrait écrire A égale la fonction sigmoïde dans laquelle on fait passer Z, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire passer A dans notre dictionnaire d'activation. Donc, on va dire que la clé grand A plus string C, elle va être égale à 1 divisé par 1 plus NP exponentielle de moins Z. Et voilà, avec ça, on retourne un dictionnaire d'activation qui va comprendre toutes les activations de notre réseau de neurones. Donc, comme tout à l'heure, je vous propose de tester notre fonction en y faisant passer le dictionnaire de paramètres qu'on a généré tout à l'heure, ainsi qu'une matrice grand X comprenant 2 variables et sans échantillon. Donc, tout ça nous retourne un dictionnaire d'activation dont on va examiner les différentes clés ainsi que les dimensions des différents tableaux. Et on voit qu'on obtient donc les activations suivantes, donc A0, qui est de la dimension de X, puis A1, A2 et A3. Maintenant qu'on a fait tout ça, nous allons pouvoir nous attaquer à la backpropagation. Lorsque nous avions un réseau de neurones à 2 couches, nous avions les équations suivantes. Pour commencer, on calculait dz2 à la sortie du réseau de neurones, puis dw2 et db2, et ensuite, pour passer de la deuxième couche à la première couche, on calculait dz1, suivi de dw1 et db1. À présent, si on imagine faire la même chose pour un réseau de neurones à 3 couches, en sortie de notre réseau, on n'aura pas dz2, mais dz3. Et celui-ci sera égal à la sortie du réseau, c'est-à-dire A3, moins Y. Ensuite, pour savoir à quoi sera égal dw3 et db3, on va tout simplement voir à quoi était égal dw2 et db2 dans notre réseau de neurones à 2 couches, et on va incrémenter de 1 toutes nos unités.
Donc, comme dW2 était égal à 1 sur m fois dz2 multiplié par la transposée de A1, eh ben, on comprend que dW3 va être égal à 1 sur m fois dz3 multiplié par la transposée de A2. Et dB3 va quant à lui être égal à 1 sur m multiplié par la somme du tableau dz3. Ensuite, une fois qu'on a calculé tous les gradients de la troisième couche, on va pouvoir passer à la deuxième couche. Et pour ça, il va falloir commencer par calculer dz2. Alors comme tout à l'heure, on peut faire le parallèle avec dz1, dont on a la formule ici. Et donc, en suivant la même logique, on peut dire que dz2 est égal à la transposée de W3 multiplié par dz3 multiplié par A2, facteur de 1 moins A2. Donc, pour généraliser tout ça, lorsqu'on veut effectuer une backpropagation, nous avons besoin des 4 équations suivantes. Pour commencer, l'équation du gradient de la couche finale, dz(CF), qui est égale à l'activation de la couche finale, ACF, moins Y. Ensuite, pour toutes les couches de la dernière jusqu'à la toute première, nous avons dWC qui est égal à 1 sur m fois dZc multiplié par la transposée de AC-1 et dBc qui est égal à 1 sur m multiplié par la somme de l'axe 1 du tableau dZc. Comme vous le voyez, cela fonctionne pour toutes les couches, y compris la toute première, car tout à l'heure, nous avons posé que x était égal à A0. Pour finir notre backpropagation, il nous reste à connaître la formule nous permettant de passer d'une couche numéro C à la couche C-1. Et cette formule, c'est la formule de dZc-1 que l'on calcule à partir de dZc. Encore une fois, vous voyez qu'elle fonctionne très bien ici pour dz2 et dz1. Donc, pour résumer, lorsque l'on veut effectuer une backpropagation, il faut écrire une boucle for allant de la dernière couche jusqu'à la toute première, au sein de laquelle on calcule dWc, dBc et dZc-1 qui nous permet de passer de la couche C à la couche C-1. Pour implémenter tout ça, nous allons, comme tout à l'heure, utiliser une boucle for allant de la première couche jusqu'à la toute dernière, mais cette boucle for, nous allons la renverser, puisque ce qu'on veut faire, c'est partir de la toute dernière couche, donc la couche C, et remonter jusqu'à la toute première couche, la couche numéro 1. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on définit la longueur du réseau de neurones, on pose déjà le tout premier dz, le dz qu'il y a à la sortie du réseau de neurones, en disant qu'il est égal à la sortie AC moins Y, puis on définit un dictionnaire de gradients initialement vide, au sein duquel on va rajouter à chaque itération le gradient dWc et dBc. Donc c'est parti, pour dire à quoi est égal dWc et dBc, nous allons nous servir des formules qu'on vient de trouver. Donc dWc est égal à 1 divisé par m, fois le produit matriciel entre le dz actuel, qui pour commencer est égal au dz final, et l'activation AC-1 que l'on transpose, très important, et dBc est quant à lui égal à 1 sur m fois la somme de dz en suivant l'axe 1 de ce tableau et en gardant les dimensions de celui-ci. Confère la dernière vidéo à ce sujet. Voilà donc pour les gradients dWc et dBc, mais à chaque itération, on doit également mettre à jour la valeur de dz. Donc pour ça, nous allons dire que dz est égal au produit matriciel np dot entre le paramètre wc que l'on transpose avec la valeur de dz actuelle, donc dz, ce qui nous permet de calculer dZc-1
à partir de la valeur actuelle de dz(c), et on multiplie tout ça à l'activation AC-1, facteur de 1 moins l'activation AC-1, encore une fois. Et voilà, avec cette dernière ligne, qui est très importante, on peut passer d'une couche numéro C à la couche précédente, C-1, ce qui est très important. Alors si on veut être très rigoureux, en réalité, cette dernière ligne, il faut l'utiliser uniquement lorsque C est supérieur à 1. Parce qu'en effet, lorsque C va être égal à 1, ça n'a pas de sens de calculer dz0, puisque ça n'existe tout simplement pas. Ça ne va pas vous retourner une erreur si vous le faites, parce qu'en plus, vous n'allez pas vous en servir dans la suite de vos calculs, mais bon, ça n'est pas cohérent de le faire. Et voilà, avec ça, vous avez désormais votre formule de backpropagation. Il ne reste plus qu'à la tester avec les activations et les paramètres qu'on a générés tout à l'heure, et on voit qu'on obtient bien dw3, db3, dw2, db2 et dw1, db1. Pour finir, dans tout ça, il ne reste plus qu'à généraliser les fonctions de la descente de gradient. Donc bon, à ce stade de la vidéo, je pense que vous avez compris l'idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une boucle for allant de la première couche jusqu'à la toute dernière, et qu'à chaque itération de cette boucle, on va pouvoir mettre à jour les paramètres WC et BC de la manière suivante. Et voilà, maintenant qu'on a toutes nos fonctions, il ne reste plus qu'à les utiliser dans notre fonction finale, celle de notre réseau de neurones. Donc, pour commencer, dans cette fonction, nous allons faire passer une liste de dimensions pour notre réseau de neurones. Cette liste, on va l'appeler Hidden Layers, ce qui signifie en anglais les couches cachées du réseau. Lorsqu'on va initialiser nos paramètres, on va donc rajouter au tout début de cette liste la dimension de la matrice grand X, et on va aussi rajouter à la toute fin de cette liste la dimension du vecteur Y. Tout cela nous permet donc d'initialiser nos paramètres pour ensuite commencer notre apprentissage. Donc là, dans notre boucle for, qui va représenter la boucle de la descente de gradient, on va commencer par faire la forward propagation, ce qui va nous donner des activations. Ensuite, ces activations, on va les fournir dans l'algorithme de la backpropagation afin d'obtenir nos différents gradients. Et ces gradients, on va s'en servir pour mettre à jour nos paramètres. Ensuite, dans cette boucle for, on peut aussi rajouter un petit peu de code pour analyser les courbes d'apprentissage de notre réseau de neurones. Donc pour ça, ici, toutes les 10 itérations, on va calculer quel est le log loss entre Y et les activations de la couche finale. Et par la même occasion, on peut aussi analyser l'exactitude, donc l'accuracy, entre les prédictions du réseau et les données Y associées. Une fois notre boucle for terminée, on rajoute un petit peu de code dans notre fonction pour visualiser nos différents graphiques. Donc le train loss, le train accuracy, et pour finir, une visualisation de notre dataset. Et voilà, pour un réseau de neurones avec 3 couches cachées à l'intérieur, on obtient donc ce genre de résultat. Et voilà, avec ça, vous savez désormais comment créer vos propres réseaux de neurones entièrement à la main. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça absolument génial. C'est genre super satisfaisant, vous êtes pas d'accord ? Bref, toujours est-il que grâce à ces réseaux de neurones, vous êtes désormais capable de traiter des problèmes extrêmement sophistiqués. Pour commencer, on peut par exemple prendre un dataset un petit peu plus compliqué que celui de tout à l'heure. Par exemple, quelque chose comme ceci. Sur ce jeu de données, voici les résultats que l'on obtient avec un réseau de neurones à 1 couche, à 2 couches et à 3 couches. Comme on peut le constater, plus le nombre de couches augmente dans notre réseau, meilleure est la performance de celui-ci. Ce qui est logique, vu qu'en augmentant le nombre de couches, on augmente la complexité de notre modèle. Cependant, vous allez voir que le nombre de couches peut nous jouer quelques tours. En effet, si on travaille maintenant sur un problème de vision par ordinateur,
en prenant un dataset de photos de chats et de chiens, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent dans cette série. Eh bien, on se rend compte, avec pas mal de stupeur, que la performance de notre modèle n'augmente pas avec le nombre de couches présentes à l'intérieur. C'est bizarre quand même. Eh bien, en fait, pas vraiment. Car en réalité, plus un réseau de neurones est profond, plus celui-ci a de chances de se perdre dans son apprentissage. En deep learning, il s'agit d'un problème appelé le vanishing gradient ou le exploding gradient. Et je ne vais pas vous en dire plus à ce sujet pour le moment, parce que ça va faire l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, si vous ne voulez pas louper tout ça, songez à vous abonner. Et puis, voilà, que dire de plus? Vous savez comment faire des réseaux de neurones, c'est déjà un excellent pas en avant, bravo à vous. Si vous suivez cette série depuis la première vidéo, j'ai vraiment envie de vous remercier, et je pense que vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, moi, je ne m'en lasse vraiment pas. Développer des réseaux de neurones à la main, c'est hyper satisfaisant. Donc si vous aussi, vous êtes hyper satisfait de tout ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire, un petit pouce bleu, et en partageant cette vidéo avec vos amis, vos collègues, votre professeur, vos étudiants, bref, avec un maximum de gens qui pourraient être intéressés par tout ça. Juste avant de se quitter, j'aimerais remercier comme d'habitude les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce mois-ci, je vais faire un petit cadeau à 10 d'entre vous, enfin les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Donc si vous aussi vous voulez me soutenir et peut-être avoir un petit cadeau de ma part, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Tipeee dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir tout visionné et à très bientôt.